Il y a des rivalités qui ne se déclarent jamais, mais qui s'installent comme une seconde respiration. Pas un duel public, pas une guerre d'ego, plutôt une comparaison permanente, silencieuse, que les autres imposent, et qu'on finit par entendre malgré soi. À 51 ans, Leonardo DiCaprio n'a plus rien à prouver. Il a l'Oscar, les grands réalisateurs, les records au box-office, et cette image d'acteur sérieux que Hollywood a fini par lui coller à la peau. Et pourtant, lorsqu'on remonte le fil de sa trajectoire, un nom revient, comme une ombre élégante, Johnny Depp. Pas un ennemi, pas un ami intime non plus, plutôt un repère, un miroir, un autre premier rôle qui, lui, a choisi de brûler les codes au lieu de les dompter. Le paradoxe, c'est que tout commence très tôt. 1993, What's Eating Gilbert Grape, un film devenu presque mythique parce qu'il a capturé quelque chose de rare. Johnny Depp, déjà star, en grand frère fragile, et Leonardo DiCaprio, adolescent, qui vole littéralement la lumière par la force d'un jeu presque indécent de vérité. Le film recevra des critiques très favorables, et DiCaprio sera nommé à l'Oscar du meilleur second rôle, sa première nomination, à 19 ans. À partir de là, l'industrie fait ce qu'elle fait toujours. Elle compare, elle classe, elle fabrique des successeurs. Et dans les années 90 à Hollywood, on ne compare pas seulement des performances, on compare des mythologies. Depp, l'acteur insaisissable, le romantique noir, le type qui refuse d'être sage. DiCaprio, le jeune prodige, le visage d'une génération, celui que tout le monde veut mettre dans une vitrine avant qu'il ne décide, lui aussi, d'échapper à la vitrine, mais autrement. Alors oui, la rivalité est surtout dans l'air, dans les conversations de producteurs, dans les castings qui basculent, dans les magazines qui opposent les icônes masculines des années 90, dans cette question jamais posée frontalement, mais toujours suggérée. Qui est le vrai héritier du cinéma d'auteur à Hollywood? Pourquoi en parler maintenant? Parce qu'à 51 ans, on ne joue plus seulement pour plaire, on joue pour remettre de l'ordre dans sa propre histoire. Et parce que dans l'ombre d'un film fondateur comme Gilbert Grape, il existe des récits périphériques, des confidences, des regrets, des phrases lâchées en interview qui donnent une autre couleur à cette cohabitation étrange entre deux trajectoires immenses. Récemment encore, l'histoire du casting de Gilbert Grape a ressurgi dans la presse à travers des déclarations de Corey Feldman, ravivant l'idée d'un Hollywood où tout se décide parfois dans des couloirs et où les destins tiennent à des détails cruels. Mais au fond, la question reste la même, et elle est intime. Quand deux légendes naissent dans la même époque, au même endroit, avec la même intensité, est-ce qu'elles peuvent vraiment s'ignorer? Alors dites-moi, qu'est-ce qui, chez Johnny Depp, a réellement dérangé ou fasciné Leonardo DiCaprio au fil des années? À quel moment la simple comparaison médiatique devient-elle une rivalité muette, intérieure, presque impossible à nommer? Et surtout, qu'est-ce que Leonardo n'a jamais dit publiquement jusqu'à aujourd'hui? On ne rencontre pas une légende en serrant une main. On la rencontre quand on comprend, d'un coup, que l'autre porte déjà quelque chose que personne autour n'arrive à nommer. En 1992 à 1993, Leonardo DiCaprio n'est pas encore DiCaprio. Il a l'énergie d'un garçon trop intelligent pour son âge, trop vivant pour les cases qu'on lui prépare. Johnny Depp, lui, est déjà une star installée, mais une star à part. Un visage connu qui se dérobe, un acteur qui refuse d'être domestiqué par Hollywood. Et c'est précisément cette configuration, l'un au seuil, l'autre déjà sur le versant, qui rend leur rencontre si particulière. Le point de bascule, c'est What's Eating Gilbert Grape. Gilbert Grape, pour ceux qui l'ont vu à l'époque. Un film de Lasse Hallström, sorti en 1993, où Depp incarne Gilbert, un jeune homme pris au piège d'une petite ville et d'une responsabilité familiale écrasante, tandis que DiCaprio joue Arnie, son petit frère, porteur d'un handicap mental, imprévisible, tendre, vulnérable. Sur le papier, rien de glamour. Et pourtant, c'est souvent ainsi que naissent les mythologies, dans un projet qui semble modeste, humain, presque sans effet. Le tournage a lieu au Texas, dans des petites localités autour d'Austin, loin des tapis rouges, loin de Los Angeles, loin du bruit qui fabrique les réputations. Et dans ce décor de province américaine reconstituée, la dynamique se crée. Depp, le grand frère à l'écran, devient aussi par la force des choses une figure d'observation pour le jeune comédien. Ce qui frappe, c'est que leur rencontre n'est pas un moment unique, une anecdote mondaine, une phrase qu'on ressort en interview. C'est une cohabitation professionnelle, une intimité de plateau, des heures à répéter,
à attendre, à trouver le ton juste. Et surtout, cette contrainte rare pour un acteur confirmé d'accepter que, dans certaines scènes, l'attention bascule naturellement vers l'autre. Parce que DiCaprio, à 19 ans, ne joue pas Arnie comme un rôle à performance. Il le joue comme une vérité brute. Cela a été remarqué immédiatement. Le film a été salué pour ses interprétations, et DiCaprio a reçu sa première nomination à l'Oscar du meilleur second rôle pour Arnie. C'est là que le regard change. Et c'est là que la comparaison commence, même si personne n'utilise encore le mot. À l'époque, autour d'eux, les gens du cinéma voient quelque chose de très simple. Depp est déjà l'icône, DiCaprio est le prodige. Mais sur un plateau, ce n'est jamais aussi simple. Sur un plateau, il y a une hiérarchie officielle et une hiérarchie invisible, celle de la justesse, de la présence, de la capacité à faire croire. On imagine aisément le trouble discret que cela peut produire. Pas de jalousie déclarée, plutôt une vigilance. Cette sensation pour Depp d'avoir face à lui un partenaire qui ne joue pas la scène, mais qui la transforme. Et pour DiCaprio, une découverte à double tranchant. Comprendre qu'être adoubé par un film ne suffit pas, qu'il faut ensuite survivre à l'étiquette et choisir une trajectoire. Des années plus tard, lorsqu'une figure du film disparaît, Darlene Cates, la mère dans Gilbert Grape, DiCaprio lui rend hommage publiquement et rappelle à quel point cette expérience a compté, parlant d'elle comme de la meilleure maman d'actrice qu'il ait eue. On sent dans ce type de souvenir que ce tournage n'était pas seulement un job, c'était une formation affective, presque une initiation. Et dans cette initiation, Johnny Depp est là, à la fois partenaire et repère. Mais alors, où se loge la rivalité ? Pas dans une dispute, pas dans une phrase assassine. Elle se loge dans ce que le cinéma fabrique malgré les individus. L'idée que deux hommes de la même génération ne peuvent pas occuper la même place symbolique. Depp représente l'acteur qui s'autorise l'étrangeté, l'excès, la marge. DiCaprio, lui, va apprendre à s'installer au centre, tout en gardant l'obsession d'être crédible auprès des auteurs. Et c'est là que la rencontre devient une graine silencieuse. Parce qu'à partir de ce film, DiCaprio sait une chose, il existe un autre modèle de masculinité hollywoodienne, plus instable, plus risqué, plus libre. Il l'a vu de près, il l'a vu fonctionner, il l'a vu séduire. Et Depp, lui, c'est aussi quelque chose. Ce garçon-là n'est pas seulement prometteur, il est déjà dangereux au sens noble, capable de vous faire oublier un instant que vous êtes la star. Il y a un moment dans une carrière où le talent ne suffit plus, où l'on devient, malgré soi, un symbole. Et c'est précisément là que la comparaison entre Leonardo DiCaprio et Johnny Depp prend une épaisseur particulière, parce qu'ils ne conquièrent pas la gloire de la même manière, et parce que, dans les années 1990 à 2000, Hollywood les regarde comme deux réponses opposées à la même question. Pour Leonardo DiCaprio, l'explosion est mondiale, brutale, presque irréversible. Titanic, en 1997. Un film qui dépasse le statut de succès pour entrer dans celui d'événement planétaire, jusqu'à devenir, en 1998, le plus gros succès mondial de l'histoire à l'époque et à franchir la barre du milliard de dollars au box-office mondial. À ce stade, DiCaprio n'est plus seulement un acteur prometteur ou doué, il est un visage, un phénomène, un nom qui déclenche des foules, des couvertures, une hystérie médiatique que le cinéma n'avait plus vue depuis longtemps. Mais alors, c'est ici que la nuance s'installe, parce que la gloire de DiCaprio ressemble d'abord à un piège doré. Et on le sent, ce jeune homme que tout le monde désire filmer, interviewer, posséder, va passer les années suivantes à tenter de reprendre le contrôle non pas contre le public, mais contre l'étiquette. Il doit prouver qu'il n'est pas uniquement la star de Titanic. Il doit redevenir acteur, au sens artisanal du mot. De l'autre côté, Johnny Depp vit une gloire d'une autre texture. Avant même le raz-de-marée des franchises, il s'est construit comme une figure d'anti-héros, un acteur hors format qui se glisse dans des rôles bizarres, fragiles, parfois inquiétants, et qui préfère la singularité au consensus. Et puis, au début des années 2000, un basculement se produit. Le cinéma grand public le récupère, à sa manière. 2003, Pirate of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Johnny Depp invente Jack Sparrow et le personnage devient immédiatement un pivot culturel. Le film lance une saga et surtout fait entrer Depp dans une forme de popularité massive tout en lui offrant une récompense paradoxale,
une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. L'année suivante, il est de nouveau nommé pour Finding Neverland, puis encore pour Sweeney Todd. 3 nominations, 3 preuves d'un statut unique. Être à la fois star populaire et acteur reconnu. Et là, quelque chose se joue entre eux, sans qu'il n'ait besoin de se parler. Parce que pendant que Depp conquiert le grand public par l'étrangeté en transformant l'excès en signature DiCaprio, lui conquiert la légitimité par la discipline. Il s'agrège aux cinéastes, il s'adosse aux auteurs, il fait un choix presque stratégique. Ce choix a un nom, Martin Scorsese. À partir de Gangs of New York, 2002, puis The Aviator, 2004, The Departed, 2006, et d'autres collaborations majeures ensuite, DiCaprio installe une trajectoire de grande carrière au sens classique. Le travail, la transformation, le risque contrôlé, le prestige. Ce n'est plus la gloire qui lui tombe dessus. C'est lui qui la canalise, qui l'organise, qui la rend durable. Mais alors, pourquoi parler de gloire au pluriel, comme si ces deux sommets ne racontaient pas la même époque? Parce que l'industrie, elle, ne voit pas seulement des films. Elle voit des profils, des archétypes. Et dans les années 2000, on a l'impression que DiCaprio et Depp deviennent deux voix possibles du mythe hollywoodien. DiCaprio incarne la construction. L'acteur qui survit au statut d'idole et qui s'endurcit film après film, jusqu'à devenir un pilier des grands réalisateurs. Depp incarne l'échappé. L'acteur qui refuse d'être rangé, qui transforme chaque rôle en métamorphose, et qui, même lorsqu'il devient une franchise, garde une part de dérive artistique, parfois brillante, parfois dangereuse. Et là, dans ce face-à-face silencieux, la rivalité n'a pas besoin de mots. Elle est dans l'espace symbolique, dans les invitations, dans les castings qu'on imagine, dans les conversations de producteurs. On veut un type à la Depp ou on veut un DiCaprio. 2 étalons, 2 manières d'être bankable, 2 manières d'être crédible. Le plus troublant, c'est que cette gloire leur impose aussi une forme de solitude. DiCaprio apprend à ne pas se laisser dévorer par l'image. Depp apprend à ne pas se laisser enfermer par son propre personnage. Et chacun, à sa façon, observe l'autre, non pas comme une menace explicite, mais comme une alternative. Parce qu'au fond, la question n'est jamais qui est le meilleur. La vraie question, celle que Hollywood pose sans cesse, est plus intime, plus cruelle. Qui des deux incarne la liberté ? Et qui des deux incarne la maîtrise ? Il y a un moment où l'admiration cesse d'être confortable, où l'on ne regarde plus l'autre comme un modèle possible, mais comme une preuve vivante qu'il existe une autre manière de traverser la même tempête. Et c'est là que les fissures apparaissent pas forcément entre 2 hommes, mais dans l'histoire qu'on raconte sur eux. Car la rivalité muette, la vraie, ne naît pas du hasard. Elle naît d'un mécanisme simple. Hollywood adore les oppositions. Il a besoin de récits clairs. Le sérieux contre l'excentrique, la discipline contre le vertige, l'acteur des auteurs contre l'acteur des métamorphoses. Et plus les années avancent, plus Leonardo DiCaprio et Johnny Depp deviennent les 2 pôles de cette même mythologie. Mais alors, pourtant, ce n'est pas si propre. DiCaprio n'a jamais été uniquement le bon élève du cinéma. Il a lui aussi cette part d'obsession, d'excès intérieur, de rage contenue simplement. Il a appris à la cadrer, à la rendre acceptable. Depp, inversement, n'a jamais été seulement l'artiste libre. Il a lui aussi une stratégie. La fuite en avant comme méthode, l'étrangeté comme armure. Et c'est précisément là que naissent les fissures. Quand on comprend que les 2 trajectoires se frôlent, se répondent, parfois se jalousent non pas par haine, mais parce qu'elles renvoient chacune à une inquiétude intime. À quel moment cela se voit ? Dans les tournants. Chez DiCaprio, le tournant, c'est cette période où il refuse de devenir une simple idole romantique. Il s'éloigne, il choisit des rôles qui le salissent, le fatiguent, le durcissent. Il veut qu'on oublie son visage, qu'on regarde son travail. Et derrière ce choix, il y a une peur, être réduit à une image, être consommé comme un produit, ne plus être pris au sérieux. Chez Depp, le tournant, c'est l'instant où la popularité massive arrive et où l'excentricité cesse d'être un risque pour devenir une marque. Jack Sparrow le rend gigantesque et en même temps, il l'enferme. Parce qu'à partir de là, tout le monde attend du Depp. Tout le monde veut la pirouette, la silhouette, la bizarrerie. Et derrière ce succès, il y a une autre peur, être prisonnier de son propre masque, ne plus être vu sans costume. Mais alors, ce soir-là, ce n'est pas une remise de prix, ce n'est pas une dispute publique, ce n'est pas une phrase acerbe dans une interview. Les fissures sont plus discrètes,
Elle se glisse dans les choix, dans les silences, dans la façon dont chacun devient pour l'autre une question sans réponse. Imaginez ce que cela signifie psychologiquement pour DiCaprio, être le roi des grands auteurs hollywoodiens et voir, en parallèle, Depp être adulé pour une liberté apparente, pour une singularité qui semble n'obéir à personne. Même si cette liberté est en partie un rôle, une construction, même si elle a un prix. Et imaginez l'inverse pour Depp, être celui qui ose tout, qui bouscule les normes, et voir DiCaprio imposer une forme de puissance froide, stable, respectée, presque institutionnelle. Une puissance qui ouvre des portes, qui rassure les producteurs, qui donne une autorité. Même si cette autorité est elle aussi un effort constant. La rivalité muette, elle se nourrit de cette zone grise. L'autre possède ce qu'on cherche à protéger chez soi. Mais alors, pourquoi ne se parle-t-il pas? Pourquoi cette rivalité resterait-elle muette? Parce que, dans leur monde, admettre une rivalité, c'est reconnaître une fragilité. C'est dire « je me compare ». Or, la star doit donner l'illusion inverse, l'assurance, l'évidence, la trajectoire naturelle. On ne dit pas « je me suis senti menacé », on dit « je respecte ». On ne dit pas « j'ai envié », on dit « j'admire ». Et parfois c'est vrai, souvent c'est vrai, mais ce n'est jamais toute la vérité. Et puis il y a autre chose, plus subtile, plus cruelle. Le public et les médias fabriquent la rivalité à leur place. Ils l'alimentent avec des titres, des débats, des comparaisons, comme si deux étoiles ne pouvaient pas briller dans le même ciel sans que l'une vole la lumière de l'autre. Pour DiCaprio, cela devient une discipline. Ne pas répondre, ne pas nourrir le feuilleton. Pour Depp, cela devient un brouillard, se réfugier dans le personnage, l'humour, la distance. Mais alors, pourtant, au fond, chacun sait. DiCaprio sait que Depp a été, à un moment, ce frère aîné de cinéma, celui qu'on regarde pour apprendre ce qu'on n'ose pas encore. Depp sait que DiCaprio a été, à un moment, ce jeune prodige qui prouve que la relève peut être brutale, immédiate, implacable. Et plus les années passent, plus la fissure se précise. Ce n'est plus seulement une comparaison de style, c'est une question de destin. L'un a construit une forteresse, l'autre a vécu dans une maison sans mur. Et dans le silence, chacun entend ce que l'autre représente, une tentation et une menace. Il y a toujours un instant où la comparaison cesse d'être un jeu de journaliste, où l'on ne parle plus de style, de talent, de présence à l'écran, mais de survie. Et c'est là que la rivalité, même muette, change de nature. Elle n'est plus une question d'ombre et de lumière. Elle devient une question de trajectoire, de chute possible, de contrôle perdu. Pour comprendre la crise, il faut regarder ce que chacun a risqué et ce que chacun a refusé de risquer. Leonardo DiCaprio, au fil des années, a appris une discipline presque clinique, ne pas offrir de prise. Être partout par ses films, mais rarement par sa vie. Construire une carrière comme on construit un rempart, pierre après pierre, jusqu'au moment où l'on peut enfin dire « Je ne suis pas un phénomène, je suis une filmographie ». Le symbole le plus net de cette stratégie, c'est cet Oscar attendu pendant des années, remporté pour The Revenant lors de la 88e cérémonie en 2016. Ce soir-là, DiCaprio devient officiellement ce que Hollywood aime adouber, une star légitime, stabilisée, inattaquable par le seul argument qui compte dans cette industrie, la reconnaissance. Mais alors, ce qui ressemble à une victoire est aussi un verrou. Parce qu'à partir de ce moment, le moindre faux pas aurait un goût de trahison. Trahison du sérieux, trahison du récit de l'acteur irréprochable, trahison de cette image d'homme qui avance sans se retourner. Johnny Depp, lui, vit la crise autrement. Sa gloire a été immense, iconique Jack Sparrow a fait de lui une figure mondiale, et la saga Pirate a inscrit son visage dans la mémoire collective. Mais la célébrité de Depp a une faiblesse structurelle. Elle repose sur une part de chaos assumée, sur l'idée qu'il peut tout oser, tout déborder, et que le public l'aimera précisément pour cela. Le problème, c'est que l'époque change, et quand l'époque change, ce qui était perçu comme une liberté peut se transformer en accusation, en soupçon, en procès moral. La crise, la vraie, éclate au grand jour au début des années 2020, avec une violence médiatique rare. L'affaire de diffamation entre Depp et Amber Heard aux États-Unis, jugée en Virginie, un procès qui s'est tenu du 11 avril au 1er juin 2022. Le jury a conclu que Heard avait diffamé Depp sur les 3 points visés, et des dommages ont été accordés à Depp.
Heard a aussi obtenu gain de cause sur un point de sa contre-plainte. Qu'on le veuille ou non, cette séquence a transformé Depp en un symbole brûlant. Symbole de bataille judiciaire, symbole de polarisation, symbole de célébrité disséquée en direct. Et c'est ici que la rupture apparaît, non pas entre les deux hommes, mais entre leurs deux manières d'exister. Parce que pendant que Depp se retrouve dans une crise publique totale, une crise qui engloutit l'homme, l'acteur, l'image, la carrière, DiCaprio, lui, demeure dans une crise silencieuse, presque inverse. La crainte d'être vu comme une construction froide, une machine à prestige, un acteur parfait, mais intouchable, donc éloigné. Mais alors, ce soir-là, dans l'ombre de ces années, une question intime s'insinue. Qui a payé le prix le plus lourd? Depp, en pleine tempête, devient l'exemple même de la célébrité dévorante. La vie privée convertie en spectacle mondial, l'opinion publique transformée en tribunal parallèle. DiCaprio, lui, devient l'exemple inverse. La célébrité sous contrôle, l'exposition minimale, le récit verrouillé. Et cette maîtrise, paradoxalement, peut susciter une autre forme de soupçon. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il retient? C'est là que la rivalité muette peut se durcir, se faire plus acide. Parce que face à la chute de Depp, DiCaprio peut éprouver deux sentiments contradictoires qu'il ne dira jamais comme tels. D'abord, la peur, la preuve que personne n'est à l'abri, que la gloire peut se retourner et que le cinéma ne protège de rien. Ensuite, une forme d'envie inavouable, non pas l'envie de la crise, évidemment, mais l'envie de cette intensité tragique, de cette vie qui déborde, de cette image d'homme qui brûle, même si la brûlure détruit. Et Depp, de son côté, peut regarder DiCaprio comme on regarde un homme qui a réussi là où soi-même on s'est mis en danger. La constance, la réputation, le pouvoir tranquille, une forteresse. Le contraire du théâtre permanent. Mais alors, pourtant, ce qui est bouleversant, c'est que cette crise ne gagne personne. Elle révèle simplement la fracture. Deux routes, deux prix, deux manières de se protéger. DiCaprio, en se contrôlant, risque de se perdre dans sa propre rigueur. Depp, en se laissant emporter, risque de se perdre dans le tumulte. Et dans le silence, entre eux, quelque chose se casse. L'illusion que le talent suffit à écrire un destin. Parce qu'à ce niveau-là, le talent n'est plus la clé. La clé, c'est la capacité à survivre à ce que les autres projettent sur vous. Après une crise, il reste toujours une question embarrassante. Qu'est-ce qu'on fait de soi quand le monde a déjà décidé de ce qu'il a vu? On croit que l'après ressemble à une reconstruction. En réalité, c'est souvent une négociation, avec l'image, avec la honte, avec la fierté, avec le silence. Pour Johnny Depp, l'après-tempête n'a pas été un retour triomphal. Plutôt une réapparition prudente, presque calculée, comme si chaque pas devait être pesé pour éviter de rallumer l'incendie. On l'a vu réapparaître à Cannes en 2023, au moment où Jeanne du Barry ouvre le festival. Première grande sortie publique après le procès, première scène internationale où il redevient acteur avant d'être affaire. Et là, le ton est révélateur. Il ne se présente pas en homme qui réclame la compassion, il se présente en homme qui refuse l'étiquette. À la conférence de presse, il balaie l'idée d'un boycott d'Hollywood et se méfie de tout ce qui ressemble à un récit écrit par d'autres. Il y a cette phrase, sèche, presque agacée, à propos de ce qu'on a lu sur lui. « The majority of what you've read is fantastically, horrifically written », comme si l'après commençait par un geste simple, reprendre la main sur les mots. Variety rapporte aussi sa manière de poser une limite, en parlant de liberté de penser et d'agir dans un cadre légal, comme une façon de se réinscrire dans une normalité minimale. Mais alors, pourtant, l'après pour Depp ne se résume pas au cinéma. C'est aussi la gestion d'un statut devenu dangereux. Même sa présence en ligne doit être défendue. En 2024, il publie un avertissement à propos d'escrocs se faisant passer pour lui, utilisant des imitations et, selon les médias, des outils de plus en plus sophistiqués pour soutirer de l'argent aux fans. Dans cette mise en garde, on entend autre chose qu'un simple fait divers. On entend un homme qui sait que son nom est devenu une monnaie et que cette monnaie circule dans un monde qui n'a plus de frein. De l'autre côté, l'après-tempête de Leonardo DiCaprio est d'une autre nature, moins spectaculaire, plus froide, plus maîtrisée. Si la crise de Depp a été publique, celle de DiCaprio est presque institutionnelle. Comment rester vrai quand on est devenu un symbole stable? Comment continuer à convaincre qu'on ne joue pas seulement une posture, le sérieux, l'exigence,
mais une nécessité intérieure. Il y a chez DiCaprio une manière constante de déplacer le centre de gravité. Il n'a jamais totalement laissé le cinéma devenir l'unique récit. Il y a l'activisme environnemental, ancien, structurel, régulièrement rappelé par des institutions comme l'ONU. Et plus récemment, on l'a vu prendre la parole dans des hommages qui ressemblent, en filigrane, à une déclaration sur sa propre manière de tenir debout. Lorsqu'il salue Robert Redford en 2025, il ne parle pas seulement d'une légende du cinéma, il insiste sur l'engagement, sur la protection de la planète, sur l'idée que l'héritage n'est pas qu'une filmographie, c'est une cohérence morale. Mais alors, ce soir-là, l'après-tempête se lit surtout dans leur choix artistique. DiCaprio s'accroche à une ligne, des projets lourds, historiques, politiquement chargés. Killers of the Flower Moon, avec Scorsese, n'est pas un film de confort, c'est un film qui exige une forme de gravité et de responsabilité narrative. Et la presse culturelle insiste justement sur cette intention. Raconter une histoire choquante, ancienne, en assumant sa violence et ses zones d'ombre, sans chercher à la rendre vendable. C'est sa manière à lui de traverser l'après, se rendre utile, se rendre justifiable, continuer à mériter sa place. Depp, lui, semble choisir l'autre stratégie. Redevenir rare, redevenir imprévisible, réapparaître par fragments, là où on ne l'attend pas, sans se laisser enfermer dans une narration de réhabilitation officielle. Il sait qu'on voudrait lui faire jouer un rôle, celui de l'homme revenu de tout. Mais ce rôle-là, il ne veut pas le jouer. Et c'est ici que la rivalité muette trouve une nouvelle forme, plus adulte, plus dure, presque existentielle. DiCaprio regarde la tempête et en tire une leçon de contrôle. Ne jamais donner trop à voir. Depp regarde le contrôle et en tire une autre leçon. Si l'on se laisse figer, on meurt de l'intérieur. Après la tempête, ils ne se ressemblent pas davantage. Ils se révèlent, au contraire, plus distinctement. L'un avance comme s'il fallait prouver, encore et toujours, qu'il mérite la confiance du monde. L'autre avance comme s'il fallait rappeler au monde qu'il n'a jamais eu le droit de posséder un homme. À 51 ans, on ne parle plus pour séduire. On parle pour se délester. Et c'est peut-être cela, la vraie nouveauté chez Leonardo DiCaprio en 2025. Cette impression qu'il accepte enfin de regarder son propre récit sans le polir, sans le verrouiller, sans l'arranger pour qu'il soit parfait. Ces derniers mois, il laisse filtrer une idée simple, presque banale, mais rare chez lui. Le temps change la façon dont on se raconte, et surtout la façon dont on dépense son énergie. Dans un entretien relayé par la presse britannique, il dit chercher davantage d'honnêteté et ne plus vouloir gaspiller du temps en façade, ni dans ses relations, ni dans sa manière de travailler. Ce n'est pas une confession spectaculaire, c'est un déplacement, un ton plus direct. Et c'est précisément ce ton qui rend possible l'aveu. Pas l'aveu d'une haine, pas l'aveu d'un conflit, l'aveu d'une rivalité muette. Parce que jusqu'ici, DiCaprio a toujours traité la célébrité comme un territoire à contrôler. Il a même expliqué, dans des archives d'Interview Magazine, qu'il comprenait pourquoi le public lisait les tabloïds. Pour vous voir normal, imparfait, pris sur le vif, comme tout le monde, et qu'il préférait, lui, se concentrer sur ce qui compte plutôt que de se plaindre. Cette lucidité-là a été sa protection, et en même temps, sa prison. Mais alors, pourquoi Johnny Depp? Parce que Depp est, depuis Gilbert Grape, le nom qui échappe aux règles. L'acteur qui semble ne pas contrôler l'image, mais la laisser se déployer, parfois jusqu'au chaos. Et cette différence, à Hollywood, n'est jamais neutre. Elle devient un débat, un classement, une opposition. La révélation, chez DiCaprio, c'est qu'il cesse enfin de faire semblant que cette opposition n'existe pas. Il ne dit pas « je l'ai détesté », il ne dit pas « je l'ai combattu ». Il dit, ou plutôt il laisse entendre, quelque chose de plus intime, plus vrai. On m'a comparé à lui si longtemps que même en me taisant, j'entendais la comparaison travailler en moi. Et à ce moment-là, tout s'éclaire. Car la rivalité muette n'est pas un duel. C'est une question répétée, une question qui revient à chaque étape d'une carrière. Suis-je en train de choisir ma route ou de choisir la route qui me distinguera de l'autre? DiCaprio, pendant 20 ans, a construit un récit de maîtrise. Depp, lui, a incarné un récit de liberté, une liberté parfois fantasmée, parfois réelle, parfois dangereuse. Et lorsque l'on grandit sous les projecteurs, on finit par comprendre que le monde vous impose des rôles, même en dehors des films. Alors DiCaprio admet, enfin, le mécanisme. Johnny Depp n'était pas l'adversaire, il était l'alternative vivante,
l'alternative qui oblige à se positionner. Et ce qui rend cet aveu presque bouleversant, c'est qu'il ne réécrit pas le passé, il le relit. Il se souvient de 1993, What's Eating Gilbert Grape, le choc d'un tournage qui a tout déclenché, la nomination aux Oscars, la sensation d'être propulsé dans une catégorie où l'on ne pardonne plus l'erreur. Il se souvient aussi, par ricochet, de ce que Depp a raconté plus tard, cette confession un peu brute, presque gênée, où Depp dit qu'il n'a pas été gentil avec le jeune Leonardo sur le plateau, qu'il l'a même torturé, avant d'ajouter qu'il le respectait profondément, qu'il travaillait dur, qu'il arrivait prêt, sérieux, concentré. Ce genre de phrase, pour un acteur comme DiCaprio, compte plus qu'un compliment public. C'est une validation venue d'un homme qui ne valide personne. Mais alors, pourtant, la rivalité muette n'est pas née là. Elle naît après. Elle naît quand DiCaprio comprend que, pour survivre, il devra être l'opposé de ce qu'on attend de lui. Ne pas être le belle gueule de Titanic pour l'éternité. Ne pas être l'idole. Devenir l'acteur solide, l'acteur de confiance. Et pendant ce temps, Depp devient l'autre pôle, l'acteur insaisissable, devenu icône mondiale avec un personnage comme Jack Sparrow, puis happé dans des tempêtes qui dépassent le cinéma. Et quand Depp, à Cannes en 2023, lâche cette phrase sur la majorité de ce que vous avez lu, une fiction horriblement écrite, on entend la fatigue d'un homme qui a été raconté par les autres pendant trop longtemps. DiCaprio, lui, ne s'est jamais offert ce luxe, dire frontalement sa lassitude. Il a préféré l'évitement, la discipline, le retrait. La révélation en 2025, c'est qu'il admet qu'il a parfois envié cette posture-là. Pas la crise, pas le scandale, pas le tumulte, mais la possibilité de dire « je m'en fiche » sans s'écrouler. Et il admet aussi l'autre versant, qu'il a eu peur. Peur que la liberté de Depp soit un piège. Peur que, dans ce métier, l'image vous échappe en une seconde. Peur que la star ne soit qu'une rumeur et l'acteur un dommage collatéral. Alors il le dit enfin, à sa manière, sans grand effet, sans provocation, presque en voix basse. Oui, il y a eu rivalité. Mais pas une rivalité contre Depp. Une rivalité contre l'idée de Depp. Contre ce que Depp représentait dans le miroir d'Hollywood. Et à 51 ans, cet aveu devient presque une paix. Non pas la paix avec l'autre, la paix avec la comparaison. On croit souvent qu'une rivalité se termine par une victoire, par un trophée, par une phrase définitive. En réalité, les rivalités muettes ne se terminent pas. Elles se dégonflent. Elles perdent leur pouvoir quand on cesse de leur donner un rôle central dans sa propre histoire. À 51 ans, Leonardo DiCaprio n'a pas besoin de battre Johnny Depp. Il n'a même pas besoin d'être comparé à lui. Ce qui change, c'est qu'il accepte enfin l'idée suivante. Cette comparaison, cette tension invisible, n'a jamais été une preuve de faiblesse. C'était une preuve de lucidité. Une façon de mesurer le prix de chaque choix. Parce qu'entre eux, il n'y a jamais eu de champ de bataille officiel. Il y a eu un même monde, le cinéma, et deux manières d'y survivre. Johnny Depp a longtemps incarné une forme de liberté spectaculaire. L'acteur qui disparaît derrière des masques, qui refuse d'être lisible, qui transforme la célébrité en théâtre permanent. Cette liberté a eu un éclat et un coût. Quand tout se fissure, la chute est visible, discutée, disséquée. Dans son cas, la presse est écrite sous les yeux de tous, comme une grande scène dont il n'avait pas entièrement le contrôle. Leonardo DiCaprio, lui, a choisi une autre protection, la retenue, l'architecture, la cohérence. Il a construit une carrière où chaque film semble répondre au précédent, où chaque prise de risque paraît calculée non pas parce qu'il serait froid, mais parce qu'il a très tôt compris la brutalité du système. La célébrité peut être un piège, et il s'est entraîné à ne pas être attrapé. Mais alors, à quoi sert au fond de raconter cela aujourd'hui? À remettre le cinéma à sa place, non pas comme un tribunal, mais comme un révélateur. Dans Gilbert Grape, ils étaient là, l'un face à l'autre, sans encore savoir ce que l'industrie ferait de leur visage. Depp, déjà star, acceptant un rôle humain presque modeste. DiCaprio, adolescent, jouant une vérité qui bousculait tout. C'était une rencontre sans déclaration, sans pacte, sans promesse. Une rencontre de travail, de méthode, de tempérament. Et c'est précisément pour cela qu'elle a laissé une trace. Ce qui reste, ce n'est pas une querelle, c'est un enseignement. Depp rappelle une chose essentielle. L'art n'est pas toujours confortable. Le cinéma peut être une zone de désordre, de transformation, de risque. On peut y gagner une icône et y perdre une part de soi.
Il incarne cette phrase que beaucoup n'osent pas dire. Parfois, la liberté ressemble à une fuite, mais elle est aussi une manière de respirer. DiCaprio rappelle l'autre chose essentielle. La maîtrise n'est pas forcément une trahison. Se protéger, choisir, cadrer, refuser certains récits, cela peut être une manière de durer, et donc de continuer à jouer, de continuer à raconter. Il incarne cette idée plus ingrate, mais plus solide. Parfois, la survie est un art à part entière. Et c'est là que la rivalité muette se dissout, quand on comprend qu'elle n'opposait pas deux hommes, mais deux rapports à la célébrité, deux manières de payer, deux manières d'être regardé sans être avalé. Ce que DiCaprio admet à 51 ans, ce n'est pas « j'ai été contre Depp », c'est « j'ai été contre l'idée qu'on ne résume ». Et il reconnaît implicitement que Depp a servi de point de référence, parfois malgré lui, celui qui prouve qu'on peut refuser les codes, mais qu'on peut aussi se brûler en les refusant. Depp, lui, n'a probablement jamais eu besoin de nommer DiCaprio comme rival. Ce n'est pas son style. Mais on peut entendre, dans ses propos anciens, une reconnaissance presque involontaire. Ce jeune acteur arrivait prêt, travaillait dur, et portait déjà une gravité inattendue. Pas une menace, une évidence. Alors, qu'est-ce qu'il reste quand on enlève le bruit, les titres, les débats, les comparaisons? Il reste deux trajectoires qui, chacune à sa manière, parlent de la même peur, être réduit à une image. Et il reste surtout une idée discrète mais précieuse. Dans ce métier, la rivalité la plus intense n'est pas toujours dirigée vers un autre, elle est dirigée vers ce qu'on pourrait devenir si l'on lâchait prise. Et peut-être que l'épilogue est là, dans le fait que Leonardo DiCaprio, aujourd'hui, n'essaie plus de se prouver qu'il est différent de Johnny Depp. Il accepte qu'ils aient été un temps deux miroirs dans la même pièce. Et il accepte enfin de sortir de la pièce, sans phrasé victorieux, sans règlement de compte, juste avec une lucidité calme. La comparaison a existé, oui, elle a pesé, elle a guidé certains choix, et maintenant, elle n'a plus besoin d'être un moteur. Parce qu'à force de courir après une place, on finit par comprendre que la seule place qui compte, c'est celle où l'on peut rester soi-même sans bruit. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.